Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Il est temps d'aborder le dernier épisode de La vérité kidnappée, le rêve au cauchemar américain, épisode 3, euh, voilà, qui du coup s'appelle Les Autres et conclut toute cette histoire sur le kidnapping, même si ça le conclut partiellement, puisqu'il y a des questions qui restent en suspens et qu'on ne le saura absolument jamais. Euh, Bref. Je pense notamment, ça je peux le dire dès maintenant, parce que dans le narratif, ça pose pas de problème, mais quand le kidnappeur a été arrêté et tout ça, qui sera interrogé et tout, on ne saura jamais pourquoi Andrea était la cible principale du kidnapping à la base. Apparemment, il ne l'a jamais expliqué. Donc voilà. Ça va être une question que moi je me posais, qui restera sûrement en suspens à jamais, parce qu'apparemment, durant ses interrogatoires, il ne l'aura jamais dit. Euh, voilà. Mais on peut facilement imaginer avec ce qui s'est passé dans cet épisode comment il connaissait Andrea. Vous allez comprendre. Du coup, l'histoire elle commence avec ce fameux appel qui terminait l'épisode 2, avec un homme qui était rentré dans une maison en train de se battre avec le père alors qu'il essaye de kidnapper la fille, euh, qui au final s'avère ne pas être une petite fille, alors ça reste toujours grave un kidnapping, mais qui s'avère être une fille de 22 ans, euh, et que le père aura réussi à sauver. Voilà, force à lui. Il aura sauvé sa fille et plus ou moins sa femme euh, en réussissant à faire fuir son kidnappeur. Même si apparemment, vu tout le sang qu'il y avait dans la maison, il a dû quand même prendre cher pendant l'affrontement, mais au moins il aura réussi à sauver sa famille. Et du coup, pendant ce temps-là, la mère qui était cachée avait appelé la police. Euh, voilà, du coup, qui est venue, qui a tenté de retrouver sa piste proche de la maison, mais c'était trop tard, il était sûrement parti trop loin. Et alors, je sais pas comment fonctionne l'odorat des chiens, mais en gros, là, ils expliquaient que du fait qu'il y avait des champs partout autour, le chien aurait trop de mal à les retrouver. Alors, je sais pas dans quel cadre un chien peut retrouver la piste de quelqu'un par son odeur, dans quelle distance, enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne. Euh, mais en tout cas, apparemment, ils n'ont pas cherché à aller beaucoup plus loin, même si ils vont faire une découverte cruciale, c'est que dans la maison, ils vont retrouver un téléphone qui n'appartient à personne de la maison. Et du coup, en fait, ce téléphone appartient au kidnappeur en question. Du coup, la police va tout simplement contacter la personne à qui appartient la ligne téléphonique, et il s'avère que c'est à une dame, voilà, qui va dire ah bah oui, la ligne c'est à mon fils. Ils vont lui dire où est-ce qu'on peut le trouver pour lui rendre le téléphone. Il fait ah bah mon fils il vit dans un bungalow chez moi. Et c'est comme ça que la police va directement se rendre sur place avec une femme policière dont c'était la toute première enquête en tant qu'inspectrice. Donc elle devait déjà sûrement travailler dans la police, dans d'autres services, mais en tant qu'inspectrice, c'était apparemment sa première enquête. Et du coup, ils s'y rendent et ils arrivent à choper un certain Matthew Muller, qui s'avère être l'auteur du kidnapping. Et dans son appartement, ils retrouvent des choses qu'ils avaient également retrouvées dans la maison à Dublin, euh, donc où la jeune femme a appelé, enfin la mère a appelé la police. Du coup, notamment je sais plus comment ils appellent ça, mais vous savez, les trucs là pour attacher, je sais pas comment ils appellent ça. Bref, c'est des trucs, vous savez, vous le mettez, vous tirez, ça attache, mais vous pouvez pas faire l'inverse, vous êtes obligé de couper. Je sais plus comment on appelle, c'est le genre de, c'est pas des lacets, je sais pas comment ça s'appelle,
Bon, je pense que vous voyez de ce dont je veux parler. Si vous avez vu l'épisode, vous savez aussi dont je parle. Euh, et il retrouve aussi des lunettes avec du scotch et tout. Enfin bref, il retrouve des éléments au niveau de la maison dans le bungalow de Matthew Muller. Donc ils se disent, c'est bon, c'est forcément notre coupable. Du coup, une fois qu'ils l'arrêtent, ils font des recherches sur lui. Ils retrouvent également la voiture, une Mustang blanche, qui est une voiture qui avait été volée quelques mois plus tôt. Et du coup, on suit l'enquêtrice qui, du coup, fait des recherches. Puisque sur les lunettes qu'il retrouve chez Matthew Muller, il y a un cheveu blond. Donc, elle fait des recherches sur des supposées agressions de Matthew Muller, parce que, comme le mec il fait ça à visage caché, on peut pas. On sait qu'il est suspecté de certaines agressions, mais il n'y a pas de preuves qui disent que c'est lui. Donc, il est, même encore aujourd'hui en 2024, il est seulement présumé comme agresseur sexuel de certaines femmes. Euh, mais on reviendra là-dessus à la fin. Euh, du coup, on va voir l'histoire d'une première agression euh, où l'on raconte pareil qu'une jeune femme avait été attachée, euh, qu'on lui avait mis du scotch sur les yeux et tout, et que le gars avait voulu la violer, mais comme elle le suppliait de ne pas le faire parce qu'elle avait déjà été violée dans le passé, le gars aurait finalement décidé de dire qu'il peut pas le faire et juste de partir, de la laisser comme ça. Euh, D'ailleurs, je sais plus si c'est avec elle ou avec la suivante, où le mec a eu le culot carrément de dire oui, bah vous devrez prendre un chien pour votre sécurité, machin. Tu dis, t'es qui pour dire ça? Tu viens de rentrer chez elle pour tenter de la violer, et maintenant tu lui dis, bah tiens, pour ta sécurité, tu devras acheter un chien. Tu dis, mais le mec il a vraiment un truc qui va pas. Euh, du coup, ensuite, on apprend que ce mec-là avait aussi dans son casier une accusation, enfin une suspicion de pouvoir agresser des gens, puisque un flic l'aurait surpris en train de bondir d'un buisson pour aller on sait faire quoi, ce qui leur a valu une petite ligne en plus dans son casier judiciaire, euh, comme étant suspecté d'agression, enfin possiblement d'agression sexuelle. Ensuite, on nous raconte l'histoire d'une femme dont j'ai oublié le nom, je suis désolé pour cette femme-là, euh, qui du coup va également raconter son histoire. Alors ça va pas durer très longtemps, mais globalement elle va raconter qu'à ce moment-là elle était en couple, mais qu'avec son mari ils vivaient dans une maison séparée. Et que... alors tout ça c'est des histoires qui ont lieu entre 2009 et 2015. Et du coup, cette femme va raconter que, pareil, voilà, une nuit, un homme l'a agressée chez elle, l'a attachée avec ces mêmes liens là, dont je sais plus comment on appelle ça, et pareil, qui lui a dit, bah, je suis désolé, je vais devoir vous violer, un peu comme il a fait avec Denise. Et je crois également que cette fois-ci, il ne l'a pas fait non plus. Je me demande si c'est même pas, enfin, je me demande si ce n'est pas à elle qu'il a parlé du chien. Euh, mais je sais plus pour quelle raison finalement il ne l'a pas fait. Euh, Sûrement à cause du fait qu'elle le suppliait, tout ça. Enfin bref. Du coup, il ne l'a pas violé non plus. Euh, mais voilà, il est parti. Et, et en fait, ce qui fait que l'inspectrice est intéressée à cette histoire-là, c'est que dans son témoignage, cette jeune femme avait raconté qu'on lui avait mis des lunettes de soleil. C'est-à-dire que la première avait été violée dans le même enfin avait eu une tentative de viol avec le même mode opératoire que Denise, mais sans les lunettes de soleil, enfin de soleil, de plongée. Dans la deuxième femme qui raconte l'histoire, là, c'est le même mode opératoire avec également les lunettes de plongée, mais finalement il n'y a pas eu viol.
Euh, et ensuite, euh, la policière décide de laisser tomber toutes ces histoires. Elle s'intéresse à la voiture euh, de, qui a été volée en contactant notamment le propriétaire pour dire bon bah voilà on a retrouvé votre voiture mais elle a fait l'objet d'un kidnapping, tout ça. Euh, et en fait la voiture elle vient de Villahiejo. Comment ils appellent cette ville? Attends, parce que elle a un nom qui est. Ah bah ils l'ont pas mis. Je crois que c'est. Ah si, Vallejo. Vallejo. Et en gros, la voiture avait été volée dans un quartier de Vallejo. Et du coup, euh, l'inspectrice va découvrir que là-bas, le fameux Matthew Muller avait été également suspecté d'harcèlement, puisqu'il vivait dans ce quartier où vivaient notamment Denise et Aaron et plein d'autres gens. Du coup, Matthew Muller, avant de retourner vivre chez sa mère, vivait ici, euh, où il harcelait et effrayait ses voisins, où il se rendait devant chez eux, il prenait des photos de ses voisins, partait en courant et tout. Et c'est très certainement comme ça qu'il a connu Aaron et d'abord Andrea, euh, qui du coup vivait certainement avec Aaron chez lui, puisque le kidnapping est fait chez Aaron. Euh, et ensuite, quand il est vraiment passé à l'acte, bah, du coup, Aaron n'était plus avec Andrea, mais avec Denise, et du coup, bah, il s'en est pris à Denise. Donc, mon hypothèse, c'est que c'est ça. Il avait sûrement prémédité largement à l'avance ce kidnapping euh, sur Andrea, mais qu'au moment où il a décidé de passer à l'acte, et ben, voilà, ils étaient plus ensemble, et du coup, bah, il s'en est pris à Denise, qui elle était là. C'est plus ou moins mon hypothèse, on ne saura jamais la vérité, mais du moins, c'est ce que je pense. Parce que je doute qu'il a harcelé tous ses voisins et pris des photos de ses voisins sans raison. Il y avait forcément. Il planifiait forcément quelque chose son entourage, chez ses voisins, quoi. Euh, Ce qui au final se fera, puisqu'il kidnappera Denise. Bref. Donc au niveau de l'inspectrice, ça arrive jusque-là, et du coup elle décide de contacter la police de Valero, qui décideront de ne pas lui répondre avant très longtemps. Et pourtant elle fait partie de la police, hein, mais finalement même la police ils l'ont snobé, jusqu'au moment où finalement ils se sont dit ouais bon ok, nous on a classé l'affaire, c'est le FBI qui s'en occupe, donc vous avez qu'à contacter le FBI. Euh, du coup, l'aspect ça fait ok. Ouais, je pensais qu'on allait résoudre l'affaire en un claquement de doigts parce que ça y est, on a le coupable, mais non. Euh, du coup, elle, euh, elle appelle le FBI, sauf que le FBI au début est un peu frileux, hein, ils sont en mode oui, non, nous on est sûr que le couple ils nous refont un gun girl et que c'est eux les coupables et tout. Sauf qu'au final, la police de Dublin, ouais, Dublin en Californie, hein, pas en Irlande, vont leur montrer toutes les preuves qu'ils ont de la maison, enfin du bungalow où vit euh, ce fameux Matthew Muller. Et ça, ils vont se rendre compte que finalement, ça correspond parfaitement à, au mail que le kidnappeur avait envoyé aux journalistes en disant que le kidnapping n'était pas faux, nanana, et qu'il avait expliqué tout ce qu'il avait fait. Euh, et, euh, Et voilà. Et c'est à peu près là que s'arrête l'histoire pour l'inspectrice, euh, qui du coup voilà, aura réussi à faire arrêter Matthew Muller en faisant ouvrir, enfin en trouvant enfin des preuves et en faisant ouvrir les yeux au FBI. Entre deux, on a un petit peu revu Denise et Aaron, un petit peu moins, mais notamment avec une scène assez dure à nouveau concernant Denise, puisque elle va raconter que à 12 ans, elle avait déjà été violée, que à cette époque-là, elle ne savait pas comment réagir, qu'elle n'avait pas osé en parler tellement elle se sentait coupable de ce qu'elle avait subi, et jusqu'à ce qu'une
personne qu'elle connaissait se fasse également violer par la même personne, euh, et qu'elle se sent coupable cette fois, parce que bah, si elle en avait parlé, que cette personne avait été arrêtée, bah, peut-être que son autre connaissance, je sais pas si c'est une connaissance ou une amie, bah, n'aurait pas été violée parce qu'elle n'a pas réagi. Ensuite, elle raconte que vers l'âge de 19 ans, à nouveau, alors elle a très certainement été droguée et elle s'est réveillée avec un mec en train de la violer à nouveau. Enfin, elle a plus, enfin, je sais pas quelle est la différence entre l'agression sexuelle et le viol, parce que techniquement les deux sont assez proches. Je pense qu'il y a une frontière très mince entre les deux. Euh, mais du moins, on va dire que la personne est en train de la violer. Et du coup, cette fois, elle a décidé de ne pas se taire, d'aller voir la police, voilà, pour leur expliquer ce qui s'est passé. La police a juste décidé de ne pas la croire, de l'ignorer. Et, euh, et au final, une fois adulte, bah, elle subit à nouveau, avec cette histoire qu'on vient de voir. Donc, c'est fou de voir tout ce qu'a subi cette femme. Et en plus, elle va également raconter, cette fois avec Aaron, mais surtout elle, c'est quand même incroyable hein, qu'à chaque fois, c'est surtout les femmes hein, qui prennent cher, qu'elle a subi un harcèlement. euh, et encore, on était en 2015. Imaginez une histoire similaire aujourd'hui, avec la puissance des réseaux sociaux, ça aurait été un enfer. J'aurais pas aimé que ça lui arrive aujourd'hui. Mais déjà en 2015, elle avait subi un harcèlement de plein de gens, en disant euh, notamment qu'elle devrait crever, quoi, tout simplement, pour avoir raconté cette fausse histoire. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il ne faut pas harceler les gens, qu'il faut, même si tu connais la sentence d'un vrai criminel, qu'il ne faut pas le faire parce que ça a des conséquences hyper graves, mais surtout quand tu le fais et que tu te rends compte que la personne est innocente, mais tu t'imagines pas à quel point tu dois te sentir con, quoi. Et surtout que le harcèlement peut pousser à la mort. Je pense à une. Je crois que c'est Anna Kimura ou un truc comme ça. La catcheuse japonaise qui s'est suicidée après avoir subi un gros harcèlement, alors qu'elle a été victime de manipulation par une société de production. Et c'est elle qui a subi un harcèlement de masse par les Japonais, qui a fini par se suicider. Il y a l'histoire d'une autre japonaise, pareil, qui a subi un harcèlement, qui s'est suicidée, mais dont je ne connais pas le nom. C'est Feldup qui en a parlé sous le nom de M, mais voilà. Et, euh, et là, c'est typiquement le cas qui se passe, où je dis qu'il faut faire extrêmement attention, et je l'ai fait il n'y a pas longtemps dans ma présentation de One Us sur enfin, ma chaîne de musique. Euh, Parce qu'il y a justement un des chanteurs qui est accusé justement de viol, mais on ne sait pas réellement si c'est vrai ou pas, puisque pour l'instant la justice n'a pas donné de réponse. Et le truc, c'est que on peut très bien être dans un cas similaire à aujourd'hui avec cette histoire, où on se retrouve avec une femme euh, qu'on a harcelée, enfin quand je dis con, je parle des gens, hein, qui l'ont harcelée, qui lui ont fait la misère, notamment lui disant qu'elle aurait mieux fait de mourir ou qu'elle devrait mourir, alors qu'au final, ils ont fini par se rendre compte, 4 mois plus tard, qu'elle était innocente, que ce qu'elle racontait c'était vrai, et que c'est juste la police qui a fait n'importe quoi. Et, et c'est pour ça qu'on ne peut que être préventif sur les histoires de harcèlement. Au final, les gens sur internet ils font toujours ce qu'ils auront envie, beaucoup resteront des monstres à vouloir absolument faire ce qu'ils veulent et faire du mal aux gens, mais on ne peut que essayer d'être préventif là-dessus. Voilà, parce que là, vous voyez, il y a cette femme, Denise Haskins, qui au final, pendant 4 mois, aura subi un harcèlement horrible alors qu'elle était innocente. Donc vraiment, prenez des leçons de ce genre d'histoire, que ce soit celle-ci d'Anna Kimura
ou d'autres personnes qui ont subi du harcèlement, qui se sont suicidées alors qu'ils n'ont jamais rien fait de mal, prenez-en, prenez des notes de ces histoires-là. Euh, voilà, et que ça ne sert à rien de harceler tant que vous ne connaissez rien. Et même si vous connaissez les choses, ça vous sert à rien, ça sert à rien. Donc, bref. Après ça, du coup, on a un peu le dévoilement du dossier de l'enquête, où là, on voit que l'enquête, ça a été de la merde. Du début à la fin, déjà, l'agent du FBI mis sur l'affaire avait une relation avec la fameuse Andrea. Du coup, ce qui créait un conflit d'intérêts, puisqu'il était lié à une personne de l'enquête, puisque, encore une fois, le kidnappeur, Matthew Muller, avait annoncé, que ce soit à Denise ou à Aaron, qu'à la base il voulait s'en prendre à Andrea, donc qui aurait pu être une possible victime. Et là on a un agent du FBI qui enquête sur un mec qui voulait s'en prendre à une personne dont lui il est lié, et qui en plus enquête sur un possible suspect qui est l'ex d'une personne avec qui il a une liaison. Donc déjà, ça, ça part mal. On a un moment un inspecteur de police, là justement, qui est celui qui va défoncer Aaron et Denise en disant que oui, ils ont menti à tout le monde, voilà, il s'est jamais rien passé, le kidnapping est fake, nanana. Et en fait, on apprend que cet inspecteur de police, son supérieur, le chef de police de Valero, en fait, lui avait demandé de, comment il a dit ça, de, ah, putain, globalement de démonter la salope, quoi. Un truc comme ça, en mode, voilà, je veux juste qu'elle finisse en tôle, qu'elle se fasse défoncer, enfin pas défoncer dans le sens du viol, mais dans le sens qu'elle se fasse juste démonter par tout le monde, et qu'elle finisse en tôle. Chose que lui va démentir, mais si c'est ressorti, c'est qu'il y a de grandes chances que ce soit vrai. Il y a Aaron qui va également se rendre compte que un des inspecteurs de police lui a menti pour faire pression, puisque en gros, au polygraphe, il va se rendre compte qu'il avait dit toute la vérité, mais que l'inspecteur de police qu'il a eu pendant les 18 heures, en fait, a menti pour lui mettre la pression, pour lui faire avouer un crime qu'il n'a pas commis. Euh, et en plus, l'ironie, c'est que cet inspecteur de police-là va recevoir le prix de l'inspecteur de l'année en 2015, donc l'année où il a carrément foiré une enquête. Tu dis, what the fuck? Le mec est récompensé pour avoir raté une enquête. C'est n'importe quoi. Et, et je crois qu'il y a d'autres trucs qu'on apprend, j'ai plus tout en tête, mais c'est une catastrophe cette enquête, il n'y a rien qui allait. Moi, j'ai trouvé ça hyper rageant parce que j'ai connu quelqu'un que je connaissais très bien qui justement a été accusé euh, à tort d'un crime qu'il n'a pas commis, hein. Pourtant, il y avait des preuves, hein, qui montraient qu'il n'avait rien fait, mais la police en avait rien à foutre, les juges non plus. Euh, et du coup, je veux dire, je connais pas en tant que victime ce que ça fait, mais je connais en tant que proche de victime ce que ça fait. En plus, j'étais dans le tribunal de cette personne quand c'est arrivé, et je peux vous dire que tu ressens une rage énorme quand tu vois ça. Alors j'imagine encore moins quand tu es la victime, mais ouais, non, les enquêtes bâclées comme ça, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur. En plus, bah du coup, Denise et Aaron, ils vont porter plainte contre la ville, ce qui finalement ne mènera à rien. Ils obtiendront juste un peu d'argent, mais est-ce que l'argent c'est suffisant? Enfin, ça suffit à réparer un crime dont deux viols. Oui, dans les trucs qui se souviennent, c'est que la police, dans leur rapport, ont euh, refusé d'admettre le viol, l'existence du viol. Et notamment, il y a aussi cette histoire de dingue sur le téléphone de Aaron, parce qu'Aaron avait annoncé que les kidnappeurs
devait le recontacter euh, par rapport à cette soi-disant caution à donner. Et au final, la police avait décidé de mettre le téléphone d'Aaron en mode avion. En mode avion, tu peux pas recevoir d'appel, ni de notification internet, rien. Et ils se sont rendus compte, en fait, une fois qu'ils ont réactivé le téléphone, qu'il avait reçu 2 appels manqués du ravisseur. Et il y a d'ailleurs Denise qui dit, mais c'est fou parce que s'ils avaient laissé le téléphone allumé, ils auraient pu retracer à 200 mètres près euh, d'où venait l'appel et ils auraient pu empêcher que Denise subisse son deuxième viol. C'est un truc de dingue de se dire que si les policiers avaient fait leur enquête comme il faut, ils auraient pu déjà empêcher la dernière tentative d'agression de Matthew Muller, mais en plus ils auraient pu empêcher surtout le deuxième viol de Denise. Mais... Et après on récompense un mec qui a géré cette enquête. Super la police. Alors je dis super la police pour cela, hein. Bien sûr c'est ironique, je sais très bien que tous les policiers ne sont pas comme ça. La preuve avec l'inspectrice qui a réussi à laver l'image du couple. Mais voilà. D'ailleurs, en ce qui concerne Matthew Muller, eh ben, pour lui c'est une catastrophe, hein. Le mec est condamné à 40 ans de prison pour kidnapping, cambriolage et viol sur Denise et Aaron. Euh, Ce qui fait que le mec, on a des preuves des autres, parce qu'une fois qu'on a vu ce qu'il y avait chez lui, on peut relier à toutes les autres affaires quasiment. Mais pour l'harcèlement, aucune charge là-dessus. Les autres tentatives de viol, aucune charge dessus. Le mec, il prend juste 40 ans pour l'histoire de Denise et, euh, et Aaron. C'est-à-dire qu'il a détruit la vie d'autres femmes, d'autres personnes qu'il a harcelées autour de lui. Et pour ça, rien du tout. Il n'y a que pour Denise, au moins elle pourra vivre pas forcément en paix, puisque ce qu'elle a vécu ne pourra jamais s'effacer de sa mémoire, mais au moins elle sait qu'elle a vu en face, elle a pu confronter son agresseur et le voir partir en prison. Mais, mais comparé aux autres, qui eux aussi vont voir leur agresseur partir en prison, mais je pense qu'elles n'ont pas, entre guillemets, cette satisfaction de se dire qu'il a été puni pour ce qu'il leur a fait à elle. Là, ils savent qu'il est puni pour ce qu'il a fait à quelqu'un d'autre, ce qui est quand même bien, mais pour elle, ça ne répare rien du tout, ce qui est quand même assez triste. Surtout que 40 ans, ça veut dire que le gars, il a été jugé coupable en 2017, donc en 2057, il pourra sortir de prison. 2057, si ça se trouve, il sera encore en vie à ce moment-là. C'est quand même fou de se dire que le mec a détruit énormément de vie et qu'il pourra ressortir comme ça, tranquille, dans, dans une trentaine d'années, un peu moins de 30 ans. Enfin, environ 30 ans. Ouais, c'est chaud. Et au final, la série finit quand même sur une bonne note, puisque au final, Denise et Aaron ont consolidé encore plus leur couple, notamment en se mariant et en ayant 2 enfants, notamment dans les années 2020, là, ces dernières années. Et ils ont l'air d'avoir une vie plus paisible, de vivre mieux. C'est vrai que j'aurais préféré que la fin montre un peu plus s'ils sont heureux, s'ils se sont réellement remis de ce qu'ils ont vécu. On voit que pas totalement, parce que quand ils racontent les histoires, euh, surtout Denise, à chaque fois elle est en pleurs et tout, donc on voit que c'est quand même encore difficile de passer à autre chose, alors que ça fait presque 10 ans. Donc j'aurais aimé qu'on en voit un peu plus, qu'on en sache un peu plus sur comment ils se sentent réellement aujourd'hui après tout ce qui s'est passé. Mais voilà. En tout cas, l'histoire, elle est complètement folle. Euh,
c'est vraiment un truc de dingue cette histoire, parce que c'est vrai que quand tu le regardes au début, tu te dis non mais quel mensonge ils sont en train de nous raconter et tout. Tu te dis ensuite quel retournement de situation on va nous donner, et là quand tu vois tout ce que le mec a fait et qui prend pas grand chose, hein, c'est un truc de dingue. Mais voilà, en plus, si, truc en plus, c'est que dans l'article, enfin dans les mails que Matthew Muller avait envoyés, il disait bien qu'ils étaient 3 kidnappeurs, et la police a décidé de fermer les yeux sur cette info. C'est-à-dire que sur les 3 kidnappeurs, il y en a 2 qui encore aujourd'hui sont en liberté. Parce qu'ils se sont dit, hop, on a Matthew Muller, vas-y, on s'en fout, on reste là-dessus, et puis c'est tout. Et ouais, non, c'est chaud. Franchement, il y a, c'est dingue, parce que d'un côté, à la fin, on est content que Denise et Aaron aient pu reconstruire leur vie et se sentent plus ou moins mieux. Et en même temps, il y a quand même un sentiment un peu de colère, de frustration, de se dire que bah, déjà il y a des choses, notamment concernant cette Andrea qu'on ne saura jamais, la frustration de se dire que la police a hyper mal fait son travail, aurait pu sauver ou empêcher du moins que des traumatismes soient pires que ça. Euh, c'est une catastrophe. Ils auraient pu empêcher tellement de choses. Le fait qu'ils décident totalement d'ignorer qu'il y ait 2 autres kidnappeurs qui sont encore en liberté, enfin ouais, cette enquête, elle est dure à suivre. Franchement, cette histoire, elle est très très dure à suivre. Et voilà, c'est pas à conseiller, je pense, aux âmes sensibles, mais honnêtement, j'ai quand même passé un très bon moment devant. Et voilà. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je ferai une petite vidéo bilan une fois que j'aurai l'esprit un peu plus frais. Et, euh, et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très bientôt pour la vidéo bilan, et en terminer avec cette terrible histoire de Denise Huskins et Aaron. J'ai oublié son nom de famille. Aaron Quinn. Voilà, j'allais dire Cooper. Je sais pas pourquoi. Bref. Du coup, n'hésitez pas à me dire tout ça, et puis on se dit à très bientôt. Passez une bonne journée, bonne soirée. Ciao.